Bonsoir tout le monde. L'invité ce soir pour la 4e fois. Pour ce qui concerne l'invité quotidien, c'est Henri Laborie. Bonsoir Henri Laborie. Bonsoir. Henri Laborie, ce soir, le thème de cette émission, c'est votre livre « Copernic n'y a pas changé grand-chose ». Qu'est-ce que veut dire ce titre un peu abscon lorsqu'on n'a pas lu le livre ? Bon, il veut dire simplement que le premier titre choisi n'a pas plu à l'éditeur qui l'a trouvé un peu trop osé. J'avais l'intention effectivement de l'appeler « De mes couilles au cosmos ». De mes couilles au cosmos, oui. Non, c'est ce qui veut dire, la question qui se posait à moi, c'était qu'est-ce qui pousse un individu avec ce qu'on appelle sa libido, c'est-à-dire son besoin de vivre, non pas simplement la partie sexuelle, mais le besoin de vivre. Qu'est-ce qui le rejoint aux galaxies, aux trous noirs, aux étoiles naines, aux rouges. Il y a un trou considérable et ça pose problème à tout homme un peu conscient de ce qu'il est. Nous sommes rien, on est perdu dans un monde absolument immense et j'ai essayé d'en donner une approche. J'y suis pas parvenu. Et à la fin, Copernic, que j'ai pris qui est la dernière phrase du livre. Le monde tourne en rond, voilà. Et Copernic n'y a pas changé grand-chose. Copernic nous a expliqué que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre. Il a fallu un certain nombre d'années quand même pour y arriver à ça. Bon. Et puis, bien qu'on le sache, rien n'a changé. C'est toujours le Soleil qui tourne autour de la Terre, qui se lève le matin, qui descend le soir, etc. Et c'est ça, l'idée est là. Est-ce que Copernic n'y a pas changé grand-chose et est l'œuvre d'un pornographe, Henri Laborie ? J'ai tout un chapitre sur ce que peut être la pornographie. Et je pense qu'il n'existe qu'en rapport avec l'interdiction qu'on a de parler du sexe. Et, mon Dieu, c'est pas parler du sexe qui est intéressant. C'est de montrer pourquoi la pornographie est interdite et quels sont les modes d'interdiction et pourquoi elle a été interdite. En résumé. Mais je ne suis pas, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit un bouquin de pornographie, encore que la première... Très franchement, moi non plus. Bon, et que la première rédaction, quand je présentais à des amis, sûrs, on dit, tu sais, si tu publies un bouquin comme ça, il est resté 2 ans sur ma table. Je ne l'ai pas écrit pour le publier. Je l'ai écrit parce que ça m'intéressait, ça m'amusait d'écrire et d'essayer de voir jusqu'où on pouvait aller dans le discours libre, dans les associations libres. C'est très, très psychanalytique, si vous voulez. Et on y reviendra à la psychanalyse. Non, ils m'ont dit, écoute, tu peux te retirer à la campagne et cultiver les choux, puisque je suis vendéen. Mais donc personne ne te croira plus si tu le publies comme ça. Alors je l'ai laissé sur ma table, je n'ai pas d'intention de le publier. Et puis il y a des idées quand même là-dedans qui m'amusaient. Et je voulais voir quand même la réaction d'un certain nombre de mes contemporains à ces absurdités finalement. Et alors j'ai corrigé, j'ai enlevé ce qui pouvait être choquant, parce qu'écrit par un chirurgien qui connaît l'anatomie, il l'a même étudié pendant de nombreuses années, et qui peut être choquant pour le non-initié à l'anatomie féminine et masculine. Oui, quand on parle d'amour, on ne parle pas de clitoris. Voilà. C'est vrai, l'amour, c'est en dehors du clitoris, ça n'existe pas. C'est bien connu. Et je l'ai repris, et je l'ai proposé à Lafont, qui a été très content de le prendre d'ailleurs, je veux dire, mais qui n'a pas voulu garder le titre, et qui m'a dit, on prendra la dernière phrase du livre, Copernic n'a pas changé grand-chose. Voilà. Avec un titre pareil, de mes couilles au cosmos, votre accession au Collège de France, là c'était fichu. Oh, mais je n'ai pas du tout l'intention, c'est même un peu tard maintenant, vous savez, la limite d'âge est de 70 ans, alors non, je n'ai aucune intention de rentrer au Collège de France. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne fais aucun effort. Il tenait beaucoup à le préciser. Pour maintenir une opinion des
des cercles officiels sur moi qui soient favorables. Donc, en édulcorant un peu votre livre, vous n'avez pas vraiment obtenu non plus comment dirais-je, un livre de poésie, véritablement, ou seulement de poésie. Et pourtant, je voudrais tout de suite en prendre un petit morceau, un petit florilège, et le livrer aux auditeurs. Ô merde, chaud parfum s'échappant de mon corps, excrément qui me lie à tous les autres hommes, te perdre me libère et te garder ma somme, je ne vis que par toi qui gouverne mon sort. L'enfant qui fait plaisir par son joli caca sait bien te retenir quand d'habitude il donne, montrant son déplaisir à la maman pas bonne qui le menace alors de prévenir papa. Ainsi, autour de toi, dès les tout premiers jours, s'organisent l'amour, la peine et la tendresse, et chez l'adulte, enfin, le manque de caresses fera des constipés par vengeance d'amour. C'est signé Freud. Sigmund Freud, soi-même. Non, bien sûr que je ne veux pas quand même... non, je me suis amusé dans ce livre à montrer que tout discours logique aboutit à l'absurde. J'ai pris les grands discours logiques de tout homme contemporain. Ils y passent tous, quel que soit le sujet. Et je montre qu'un discours logique ne peut aboutir qu'à... Je prends un exemple. Il y en a plusieurs, là, dans tous, d'ailleurs. Mais il y en a un qui est frappant, je trouve. Parce que on nous dit, il faut repeupler la France. Nous sommes actuellement en baisse démographique. Et en baisse. En baisse, oui, d'accord. En baisse démographique, en chute démographique. Et il y aura bientôt plus suffisamment d'adultes pour payer la retraite des vieux. Alors évidemment, les vieux commencent à se sentir angoissés, et comme il y a une population qui vieillit de plus en plus, parce qu'on prolonge la vie humaine par des méthodes épidémiologiques d'ailleurs, et qu'on atteint d'ailleurs le sommet. Actuellement, ça commence à redégringoler uniquement parce que la vie devient de plus en plus impossible. Bon, enfin, le fait d'avoir supprimé les grandes endémies, la peste, la variole, le bon, etc., font que les gens vivent plus vieux. Il reste encore la politique, mais... Oui, c'est encore une maladie dont nous ne sommes pas débarrassés. Et donc, évidemment, ça semble parfaitement logique. S'il n'y a plus d'adultes, donc d'enfants, il y aura plus suffisamment d'hommes producteurs pour payer la retraite des vieux. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est que plus on fait d'adultes, plus on fait d'enfants, plus on fait d'adultes, mais plus on fait d'adultes, plus on fait de vieillards. Donc il faudra faire l'amour de plus en plus pour arriver à payer la retraite des vieux. Et on se demande quelle sera la limite. Alors, à un certain moment, d'ailleurs, on imaginera des moyens avec les masses médias dont vous faites partie, d'ailleurs, pour expliquer que il vaut mieux quand même diminuer la reproduction. Et là, on augmentera, de même qu'on augmente les allocations familiales, on les diminuera. On fera tout un programme sur la contraception, etc. Alors qu'actuellement, au contraire, c'est un danger. Et finalement, on voit très bien un couple d'amoureux qui se mettent au lit en disant, est-ce qu'on augmente nos allocations familiales ce soir ou est-ce qu'on les augmente pas? Et l'amour est la chose qui transcende l'homme tout de même. Alors quand on ramène cette notion d'amour à des choses aussi triviales que celle de payer la retraite des vieux ou de se défendre contre l'envahissement du Maghreb ou des pays sous-développés qui vont envahir bientôt, on l'a entendu ces jours-ci, qui vont envahir ce pays qui n'aura plus d'enfants, on se dit que vraiment des concepts comme ceux-là sont d'une bêtise mais révoltante. Et l'amour lui-même n'est pas trivial? On a déjà posé la question sur l'amour, on ne va pas y revenir. Je vous l'ai dit dans une précédente émission. Vous voulez quand même pas nous faire croire qu'on y échappe, puisque le thème, enfin le schéma de Copernic n'y a pas changé grand-chose. C'est une nuit d'amour qui se passe pas forcément en Chine, mais qui... Enfin, je ne vais pas anticiper, on dira à quoi elle aboutit. Cependant, cette nuit d'amour permet à... je dirais pas à l'auteur, mais je dirais à son personnage principal, puisqu'il y en a deux, de fortes digressions. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal lorsqu'on aborde le livre. Je suis assez embêté pour vous brancher sur tel ou tel sujet, puisque je ne me souviens même plus où ça démarre, je me souviens vaguement où ça atterrit en revanche. C'est fait exprès. L'association libre est ça, c'est quand vous êtes dans votre plumard et que vous fumez une cigarette et que vous rêvez, les idées, les images, les concepts s'enchaînent. Et c'est ça ce que je me suis amusé à faire. J'ai essayé d'enchaîner les concepts en allant d'un à l'autre, en revenant au précédent, et sans qu'il y ait
Et ça gênait d'ailleurs l'éditeur, il voulait des chapitres. Alors finalement on a fait des petites divisions, mais il n'y a pas de chapitre dans un livre comme ça. C'est une nuit pendant laquelle un type rêve. Hein, il fait l'amour, bien sûr, mais je crois que ce qui est gênant, c'est qu'on veut séparer l'amour sexuel de l'amour mythique, l'amour idéal. Celui qui est majuscule. Alors ça se mélange d'une façon tellement intime qu'on ne peut pas les séparer. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais la solitude de tout homme et toute femme, et je le dis d'ailleurs, je l'ai dit souvent, mais je dois le dire aussi là-dedans, je me souviens plus, je l'ai pas lu depuis que j'ai écrit, vous savez, je ne relis pas mes livres, hein, ça c'est autre chose à faire. Ah, vous m'étonnez. Ah non. Et je veux dire qu'à partir du moment où un enfant a fait son schéma corporel, c'est-à-dire qu'il a limité, il s'est limité à sa peau, il a vu que le monde qui l'environnait n'était pas lui, on en a parlé dès les premières émissions. 10 mois à peu près, 8-10 mois, enfin. Oh oui, beaucoup plus tard, vous ne vous souvenez pas avant 2 ans. Donc avant 2 ans, vous n'étiez pas conscient, donc vous ne saviez pas que vous étiez dans un monde différent. Puis à partir du moment où vous en apercevez, vous êtes seul dans votre peau jusqu'à la mort. Alors évidemment, tout homme est solitaire. Alors il essaie de trouver l'autre, et ça c'est le narcissisme primaire, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver l'autre, puis il ne trouve jamais que lui. Et c'est Narcisse se penchant sur un ruisseau, il voit son visage, puis il y a beau y avoir des femmes avec des seins nus, des nymphes et des naïades, et ça n'intéresse pas, ce qu'il veut, c'est retrouver lui-même. Et puis, il ne retrouve que lui-même, il ne peut pas trouver dans l'autre l'équivalent de ce qu'il est. Alors, c'est ça la solitude, c'est vrai. Alors, est-ce que la recherche de l'autre, c'est la recherche de soi? De soi, c'est-à-dire de cette origine où nous étions tout, parce que nous n'avions pas encore pris conscience. C'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer l'autre dans ce domaine qui... Le moi indivis. Voilà, le moi qui n'est pas divisé, qui est le moi tout. Enfin, Bon, alors lorsqu'on est à deux avec des sentiments amoureux comme dans Copernic, il n'y a pas changé grand-chose. Alors je le dis aussi, il y a quelques moments dans la sexualité d'ailleurs, où ils sont rares dans une vie humaine, où on a l'impression effectivement qu'on n'est plus seul. Et on n'est plus soi, on n'est plus un individu, on est autre chose, Mais c'est pas fréquent, il ne s'agit pas de faire l'amour, simplement, c'est autre chose. Quand on fait l'amour, bien sûr, mais ce sont des moments absolument uniques, et quand on les a trouvés, on veut les retrouver, c'est ça qui est dramatique. On se demande si on ne veut pas le faire avec d'autres, on va retrouver les mêmes éléments avec d'autres, puis on multiplie les expériences, et puis finalement on s'aperçoit que c'est exceptionnel. C'est réservé au domaine sexuel ? Selon vous? Comme je ne suis pas homosexuel, je pense que quand même que l'accouplement est quelque chose qui permet cette unité avec l'autre. Alors, rappelons bien que l'accouplement, c'est l'un des 3 seuls véritables instincts, avec la faim et la soif. Oui, enfin, l'accouplement, c'est la motivation. Actuellement, la faim et la soif, dans nos pays du moins, on arrive à les assouvir, alors que l'instinct sexuel, il est châtré dès le départ. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais je pense qu'un homosexuel peut très bien trouver l'amour de la même façon avec quelqu'un de son sexe. C'est pas lié à l'hétérosexualité, je pense. Mais effectivement, pour un hétérosexuel, comme vous et moi, je suppose, c'est dans cet accouplement hétérosexuel qu'on arrive quelquefois à trouver cette chose absolument étonnante. Vous répondez pas vraiment, enfin, on y arrive par ce moyen-là, mais est-ce le seul? Je crois que c'est le seul, oui. Parce que j'ai quand même une pensée attendrie, hein, pas seulement attendrie, mais pour Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, quand même. Et alors, qu'est-ce que... Qui se sont unis intellectuellement, sans vivre l'un avec l'autre. Ah, non, mais bien sûr. Non, il y a l'acte sexuel n'est qu'un élément du problème de communion, dirais-je. De mise en commun. De mise en commun.
Mais je pense qu'il est indispensable. Maintenant, ce n'est pas le seul élément. Il faut autre chose. Et c'est autre chose, alors là... Mais vous savez, les mystiques, les grands mystiques n'ont pas eu besoin de s'accoupler. Oui, Sainte Thérèse d'Avila avait des crises d'orgasme qui n'étaient pas piquées des vers, oui. Mais oui. Non, mais alors là, là aussi, il faut se méfier. On a voulu trivialiser un certain nombre de comportements mystiques. Actuellement, il y a des mystiques contemporains qui ne sont absolument pas religieux, dans le sens de la religion, qui n'ont rien à voir avec Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix, et qui cependant ont cet accouplement avec le cosmos. Copernic n'a pas changé grand-chose, c'est ça. Et quelquefois, on peut avoir quelque chose d'approchant, mais moi je ne suis pas mystique, je le regrette d'ailleurs, j'aurais aimé l'être, d'avoir cette impression d'être l'univers. Faire partie d'un ensemble. Voilà. Alors on le trouve quelquefois en mer, par une nuit étoilée, quand on n'a pas à se bagarrer avec les éléments, quand on sait qu'il y a 3000 mètres de fond au-dessus de vous, puis qu'on est seul. Il y a quelquefois cette espèce de... On voit les étoiles, puis on se dit, qu'est-ce que je suis là-dedans? Et je ne l'ai jamais atteint, si vous voulez, je le sais, mais je comprends les grands mystiques dans cette réalisation de se mélanger au tout. On me dirait, ça va... Dans quelques instants, on va parler des mages indiens, etc. Je ne pense pas que ce soit une disparition de la pensée, de la conscience, mais un mélange, une harmonisation de la conscience avec la conscience universelle, avec quelque chose d'universel. Voilà. J'allais dire une conscience, et c'est vrai, on en a parlé aussi récemment. Et ça, ça n'a pas d'explication scientifique. Mais ça ne peut pas être nié non plus. Alors, tout naturellement, on en arrive à parler de la poésie et du rôle, s'il en a un, du poète. Alors, j'ai une vingtaine de pages là-dessus, sur la poésie. Et je dois dire que... Alors, il y a un problème de forme et de fond. Oui, il y a une... on s'appelle une revue, qui s'appelle Poéma, ou un nom comme ça. Poémonde, et dont le directeur m'avait écrit un jour, il m'avait lu, il m'avait demandé un article. Oh, du non, j'ai pas le temps, tiens bon. Puis un beau jour, je lui ai envoyé une partie de ce que j'ai écrit dans Copernic, en disant, ce n'est pas encore publié. À l'époque, je voulais pas le publier. Je lui ai dit, je ne le publierai pas. Mais voilà une partie concernant la poésie, est-ce que vous êtes capable de l'éditer? Je suis là-dedans, alors il y avait tous les poèmes. Il y a d'excellents poètes, d'ailleurs, faut pas... Mais il y en a, c'est toujours l'amour, toujours, etc., la fleur bleue, etc. Bon. Et il n'a pas hésité à sortir ce truc-là où il y avait le poème sur la merde. Enfin, et puis il y en a un autre que j'ai une parodie de Musset, en citant Musset et en faisant la parodie de Musset. Bon, et il l'a fait. Il n'y a pas eu de réaction, d'ailleurs, violente. Ce que je crois, c'est que ce qu'on appelle le poète est un monsieur qui est mal dans sa peau, mais il ne sait pas pourquoi. Il est en inhibition de l'action, il ne sait pas pourquoi. Le monde dans lequel il vit, il ne peut pas le supporter. La poésie n'est pas action. Mais justement, c'est la crise hystérique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les hystériques. D'ailleurs, je vis avec eux, mais ils vivent avec moi. C'est tout même. Quand on ne peut pas exprimer, c'est que les autres ne vous écoutent pas. On l'écrit. Alors, de deux choses l'une, ou ce que vous écrivez est compréhensible par les autres, et vous arrivez à ce moment-là, par un moyen de communication compris par tout le monde, à vous faire le porte-parole de ce que les autres ne savent pas exprimer. Bravo, c'est les grands poètes. Et j'en connais par cœur. Je peux rester 3 heures ici à vous réciter des poèmes. Donc Dieu sait si j'en ai écrit moi-même. J'ai des quantités, j'en ai des tonnes de vers que j'ai pu écrire à l'époque où vous êtes autre chose. Vous êtes l'auteur de la parodie de Musset? Bien sûr. Parce que si Musset écrivait « Poète, c'est assez auprès d'une infidèle quand ton illusion n'aurait duré qu'1 jour, n'outrage pas ce jour lorsque tu parles d'elle. » Oui, mais vous rajoutez, vous parodiez, vous dites « Ô poète cocu, écoute la raison, ta nana gratifiante a quitté la maison. L'idéal de ton moi, tu voudrais tant qu'il plaise, mais hélas, ce n'est pas cet idéal qui baise. Ça te fera les pieds, cher poète cocu, car nul ne se connaît tant qu'il n'a pas vécu. » Et vous rajoutez « Et bla, bla, bla. » Alors, il y a un problème de forme et de fond, c'est-à-dire que
C'est un bon exemple parce que dans les deux, dans Musset et dans votre parodie, il y a exactement le même contenu sémantique. Le même sémantique. Seulement, les deux formes sont assez différentes, ce qui fait que le premier, Musset, a droit, lui, à l'étiquette poésie, tandis que dans le second, même s'il y a la rime et... du point de vue prosodie, j'ai fait suffisamment de vers, c'est irréprochable. Ça. Il y a un vers auquel il manque un pied. Ah non? Il n'en a que 11. Ça m'étonnerait. Je compte pas sur mes doigts, remarquez, ma fin. Je sais, et le dactylographe compte sur leurs doigts. Ta nana gratifiante a quitté la maison. Oui, il y en a 12. Mais non, parce que vous dites... C'est pas celui-là. Ah non, sûrement pas. Il est juste. Ils sont bons, ils sont tous bons. Bon, bref. Oui. Bon, dans la forme, c'est parfait, mais il manque ce je ne sais quoi, comme vous ajoutez qu'un peu d'humour, il manque ce je ne sais quoi qui fait que ça n'a pas le droit au titre de poésie. Ben voilà. Et alors, on en revient à la question initiale. Qu'est-ce que la poésie? Alors, j'avais commencé à vous dire que quand on s'exprime en un langage cohérent comme celui de Musset, par exemple, vous pouvez être le porte-parole, finalement, d'un tas de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et puis, il y a des moments où ce que vous avez à dire, vous ne savez pas vous-même ce que vous avez à dire. C'est pas clair. Et là, vous écrivez des choses strictement incompréhensibles, mais on dit c'est génial. Alors là, moi, je veux bien. Mais c'est thérapeutique, c'est une thérapeutique excellente pour le type qui écrit. Parce que, finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a parlé d'inhibition de l'action les fois précédentes, c'est une façon d'agir. Et alors, en plus... S'il arrive à se faire éditer, en général, il se fait éditer à compte d'auteur. Et je dis d'ailleurs, au moins, tout n'est pas perdu, parce que l'éditeur lui-même n'y perdra pas. C'est déjà quelque chose. Bien. Mais il s'est fait plaisir en exprimant, dans un langage incompréhensible pour les autres, ce que lui-même ne sait pas. Alors, dans ce cas-là, comme thérapeutique du poète, de la névrose du poète, et je ne veux pas lui en vouloir, hein, parce que ne pas être névrosé dans les cultures, enfin, les civilisations comme les nôtres, c'est vraiment, il faut mettre du sien. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais qu'à ce moment-là, il ait besoin de l'approbation des autres, c'est là où ça devient peut-être assez suspect. Il a besoin qu'on l'édite. De même, vous me direz, vous avez besoin qu'on vous édite. Non, moi, quand j'écris, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est écrit dans un français qui peut être compréhensible par n'importe qui. Bien. Alors qu'il y a certains poètes, et de plus en plus, qui écrivent, qui mettent sur le papier leur inconscient, leurs problèmes non résolus, et qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas le connaître, c'est dans leur inconscient, et qui veulent y faire participer les autres dans un langage que les autres ne comprennent pas. Alors là, je me demande à quoi sert la poésie. Prendre un exemple d'un auteur pas clair de prime abord, Mallarmé. Oh là, Mallarmé, c'est très compréhensible, c'est très clair. Wow. La lune s'attristait, les séraphins en fleurs, pleurant le château doigt dans le calme des fleurs vaporeuses, tirées du mouvement de viol. C'est très clair. Oui, alors, je pense que Mallarmé ne peut pas le prendre comme... Le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui, va-t-il nous délivrer d'un coup d'aile ivre, ce lac dur, transparent, oublié, que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Vous n'allez pas me dire que c'est clair, c'est beau, mais c'est pas clair. Oui, peut-être. Mais en essayant de faire, en faisant un effort, on arrive à comprendre. Alors que, je vous assure que j'ai fait des efforts pour comprendre certains poètes, je ne les comprends pas. Alors que quand vous prenez Paul Fort, par exemple, l'ex-prince des poètes, hein, du coteau qui illumine l'heure tremblante des genêts, j'ai vu jusqu'au lointain le versement des mondes, j'ai vu ce peu de terre infiniment rythmé me donner le vertige des distances profondes, c'est Copernic, mais dans une autre langue, une sacrée langue. C'est Copernic. Quand tu vois le type qui est en haut d'un coteau, qui voit ce peu de terre infiniment rythmé, qui lui donne le vertige des distances profondes. Et je levais tremblant, c'est comme ça que termine le poème, la palme de mon corps vers cette grande voix qui rythme l'univers. C'est formidable. Et ça, c'est de la poésie pour moi. Je ne veux pas obliger les gens à aimer la poésie que j'aime, bien sûr. Mais la poésie, depuis Christine de Pisan jusqu'au poète maudit, d'accord, c'est un langage compréhensible. Et je participe au mal-être de tous ces gens-là, parce que pour être poète, il ne faut pas être bien dans sa peau. Bon, là, on est d'accord, ça part d'une pathologie. Ça part d'une pathologie, qui ne peut pas s'exprimer autrement. Est-ce que l'on peut généraliser... Pathologie. Qu'est-ce qu'est la pathologie? Oui. Alors, revenons. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. On en a parlé justement. Et si vous n'êtes pas imbécile heureux, vous faites des vers.
Est-ce que l'on peut généraliser et élargir pas seulement la poésie, mais le fait d'écrire, donc élargir à tous les écrivains, les écrivains, c'est des malades en raccourci. Je pense qu'effectivement, pour écrire, c'est une façon d'agir quand on ne peut pas agir autrement. Quand on n'a pas la possibilité d'agir sur ses contemporains par l'action, c'est-à-dire le fait de s'introduire dans un système de compétition, de passer des concours, d'arriver au haut d'une hiérarchie, etc. Quand on n'a pas ce moyen-là, qu'on ne peut pas supporter ce type de compétition, on devient écrivain ou poète, c'est vrai. Ou scientifique d'ailleurs, ça revient au même. Parce que vous savez, il y a une sacrée poésie dans la science, il ne faut tout de même pas l'oublier. Actuellement, prenez les astronomes actuels, ils sont en train de construire des cosmologies basées sur de la physique particulière et des mathématiques qui est d'une poésie extraordinaire, vous comprenez? Et seulement, pour atteindre, là aussi, c'est un langage qu'un certain nombre de gens peuvent comprendre quand ils ont la syntaxe et la grammaire. Et le vocabulaire, bien sûr. Pour en revenir à... Parce qu'on ne s'éloigne pas de Copernic. Copernic, ce sont les divagations, au sens premier du terme, de quelqu'un. Donc ça effleure pas mal de choses. C'est pour ça que je dis qu'on ne s'éloigne pas de Copernic. Je voudrais quand même revenir à ce que vous avez dit à propos de l'édition. Que lorsque quelqu'un tenait à se faire éditer après avoir écrit, ce qui en soi était parfaitement normal, ça devenait suspect. Que pensez-vous d'un auteur ou d'un compositeur, parce qu'on peut élargir à tous les arts, bien sûr. Que pensez-vous d'un auteur qui veut vivre de son métier dans cette société-ci, c'est-à-dire produire et se faire éditer pour en manger, finalement? Je pense... Avec ou sans la Libye ouvertement déclaré de faire partager ses créations. Peu importe. Je pense que les actes de création ne doivent pas être des actes marchands. C'est très idéaliste dans un monde comme le nôtre. Mais aussi bien la science que la poésie, ça ne se marchande pas. On n'en fait pas un métier. On l'a dans le creux du ventre, et c'est ce que je dis d'ailleurs. Il y a très peu de poètes qui s'ouvrent l'abdomen et qui foutent leurs tripes sur la table. Hein, et que ces tripes soient valables pour l'ensemble des tripes de l'univers, enfin de la planète. Et je pense que il y a une certaine noblesse dans la création, et que la vente ensuite, l'édition, la vente, la connaissance par les autres, est suspecte. De toute façon, est suspecte. Je le dis pour moi comme pour tout le monde. Au moment où un peintre crée, s'il pense qu'il va vendre sa toile, vaut mieux qu'il ne prenne pas de pinceau ou de couteau. Alors nous ne connaîtrions aucune grande œuvre ou réputée telle, selon alors votre raisonnement. Là, vous revenez à... Effectivement, c'est une question très, très perverse. Bach, Dieu sait si je l'aime. Prenons Bach, mon frère, jusqu'à une époque récente, on commandait et on payait une œuvre. Et effectivement, le poète passe... Si, non, mais je veux dire, on la payait. Oui, mais vous prenez un cas extrême. Paul Fort. Il aurait fallu qu'il écrive et qu'il laisse dans le tiroir ce que vous dégustez tant. Il y a deux choses. Il y a en tirer profit. Je pense que là, ça ne faut pas jeter le discrédit sur le fait d'en tirer profit. Parce que nous sommes dans une société de marchands. Et ça date pas d'hier, il y a 12 000 ans que ça dure. Et dans une société de marchands, si vous voulez que ces marchands vous autorisent à vivre simplement, il faut que vous leur produisiez quelque chose. En plus, tout ce qui est artistique donne à cette société de marchands un alibi. Parce que pratiquement ça a l'air gratuit. Donc, comme l'architecte qui est entre les mains des promoteurs immobiliers, leur donne c'est la goutte d'art que l'on met dans une construction, qui n'a de valeur d'ailleurs que parce qu'on a acheté un terrain et qu'on a bâti dessus en le prenant aux autres, en expropriant, etc. Bon. Et l'architecte, comme les créateurs en général, sont dans une société marchande où, pour leur permettre de vivre, il faut qu'ils vendent.
Mais s'ils créent avec l'idée qu'ils vont vendre, à ce moment-là, à mon avis, c'est dramatique. Est-ce que vous ne pensez pas que la pression de nécessité, c'est-à-dire devoir pondre un bouquin parce qu'il faut bouffer, qu'on a un contrat avec l'éditeur, la pression de nécessité elle-même ne peut pas être un facteur d'art et de génie? Allons-y. Je suis pas sûr. Je pense que l'art est très spontané. L'art et la science, elle est spontanée. Elle est une recherche. Elle est basée sur l'angoisse de l'existence, l'angoisse existentielle, comme dit les psychiatres. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète et qu'est-ce que sont venus faire les autres? Et c'est ça qui finalement fait les créateurs, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de. Alors effectivement, il y a un autre point qu'il faut ajouter, c'est que souvent, et surtout en sciences, moins qu'en littérature. Et déjà la littérature, si elle est philosophique, déjà, elle va rentrer dans le cadre des sciences, la philosophie. Vous ne détenez pas la vérité, et si vous êtes suffisamment lucide, vous savez que ce que vous croyez, le monde que vous avez construit, pour vous, bien sûr, pour être heureux au sein de ce monde, c'est une vision très parcellaire de ce qu'est la réalité. Bien. Alors, vous dites, est-ce que je me trompe vraiment complètement? Et ça, c'est une question que vous posez sans arrêt. Est-ce que d'autres participent à cette création que j'ai faite, à ce monde, que ce soit celui de la poésie, de l'art ou de la science? Et alors, il y a une deuxième chose, effectivement, qui vous pousse à publier, qui est de vous dire, bon, je vais voir ce que les autres en pensent. Mais, par exemple, vous prenez Copernic. Je ne sais pas combien il a été vendu d'exemplaires, personne ne l'a lu, personne n'en a parlé. C'est un livre, qu'un savant ou soi-disant tel se permette d'écrire un bouquin comme ça, je dis, c'est pas sérieux, c'est pas vrai, ou il se fout de nous, c'est un vieillard décati qui, bon. Et aucune analyse n'a été faite, excepté dans un journal belge du soir. Hasard. Enfin, et personne n'en a parlé. Parce que ça gênait, que ça ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait du savant respectable. Bah, mon Dieu, un savant respectable est un homme comme les autres. J'ai tout un passage sur les notices nécrologiques à l'Académie de médecine. C'est attristant. Et finalement, on ne dit jamais comment ces gens-là faisaient l'amour. Ce sont des êtres éthérés et leur fils suit leur... Alors qu'on serait bien plus éclairé si on nous parlait de leur façon de faire l'amour. Bah, si en général ils ont essayé de s'élever dans une hiérarchie, c'est qu'ils le faisaient mal. Une question d'auditeur pour en rester au sujet de l'art. Si tout le monde était heureux, y aurait-il encore de l'art? Formulé différemment, la douleur est-elle nécessaire à l'art? Mais je crois avoir dit déjà dans une émission précédente, je ne sais plus ce que j'ai dit dans ces émissions d'ailleurs, que Mme Maupomé, mais l'année dernière ou il y a 2 ans, m'a demandé de prendre un compositeur que j'aimais et d'en parler à la radio avec les disques qu'on passait pour illustrer mon discours, si vous voulez. J'ai pris Schumann, qui est mort fou, suicidaire, il s'est suicidé d'ailleurs, et qui a été en émission de l'action sans arrêt. S'il avait été heureux, je ne pense pas qu'il aurait été Schumann. Et elle m'a dit en terminant, la maniaco-dépressive en plus de Schumann, est-ce qu'on pourrait la traiter actuellement? Je lui ai répondu oui. Je pense qu'avec du lithium, il avait de grandes chances de ne pas être maniaco-dépressif. Mais est-ce que ça aurait été Schumann? Van Gogh? Mais Van Gogh, mais Cantor, parce qu'on prend toujours des artistes. Cantor, c'est la théorie des ensembles. Il est mort fou. Semmelweis qui a trouvé les microbes avant Pasteur est mort fou. Vous allongez la liste. Et même des gens qui dominent le monde contemporain, comme Einstein, n'étaient peut-être pas fous, mais c'était un être vraiment asocial. Enfin, quand on voit la vie d'Einstein, on se rend compte que c'était pas un type normal. Alors c'est une même question, tout ça, la douleur est-elle nécessaire à l'art, ou la pression de nécessité? Je voudrais juste l'illustrer par quelque chose. Plusieurs dessinateurs de presse, à ce micro, nous ont bien précisé que cette pression de nécessité qui est la commande impérative et les délais également impératifs en temps pour réaliser leur croquis était très nécessaire à l'œuvre créée au bout. Parce que s'ils avaient tout leur temps, y compris des années, et le sujet au choix, il n'est pas du tout évident qu'ils feraient des dessins. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés.
Ils sont motivés par le fait d'entretenir leur petite famille et d'avoir une vie correcte. Mais s'ils étaient motivés suffisamment, il se passerait de cette passion de nécessité dont vous parlez. Passion de nécessité, elle existe, mais elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est au niveau cosmique. Vous avez dit, Henri Laborie, tout à l'heure, que les gens qui se sont occupés d'établir leur dominance et de s'inscrire dans les hiérarchies sociales sont des gens qui s'occupaient d'autre chose que de faire l'amour. Vous pouvez développer ? C'est-à-dire que... Je n'ai pas dit ça, d'ailleurs, exactement. Je dis que être amoureux, ça, quelquefois, permet de s'élever, et la motivation pour s'élever dans une hiérarchie, parce que on veut paraître le plus grand, le plus beau, et que l'être aimé vous admire. Et comme il vous admire en rapport à un système hiérarchique, évidemment, on s'élèvera dans une hiérarchie. Mais en général, quand on a la possibilité de se faire aimer autrement, on n'essaie pas. C'est que on n'est pas suffisamment aimé au lit pour chercher les fauteuils de présidence. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Les insignes, vous en avez un respect très très modeste apparemment. On retrouve dans Copernic une petite peinture, comme il y en a presque à chaque page, d'un monsieur d'un certain âge qui entre, on ne sait trop où d'ailleurs, peu importe, d'un monsieur d'un certain âge aux tempes grisonnantes et penché vers l'arrière, à tel point qu'on pourrait se demander s'il n'allait pas être nécessaire de le soutenir pour l'aider à rétablir son équilibre. En fait, c'est quelqu'un gonflé d'orgueil. Le revers de son manteau s'ornait d'une magnifique rosette de la Légion d'honneur, qu'il s'empressa de confier à la demoiselle du vestiaire. La rosette et son manteau furent accrochés juste à côté des WC. Il est vrai que... C'est vrai, je l'ai vu. Il est vrai que, pour que nul ne l'ignore, il avait une autre rosette sur son veston. On ne peut pas une rosette sur un manteau. Peut-être. S'il y en a quelqu'un qui le font, ça leur fasse plaisir. Moi, je veux bien. Enfin, ça ne se fait pas. Vous ne voulez pas que sur le manteau, vous mettez le bandeau là, de la Grand Croix. On se le met dans les cérémonies. Alors, tout cela vous amène à une question. Peut-être s'en était-il fait tatouer une sur la clavicule gauche, de façon à conserver ses marques hiérarchiques de dominance en baisant. Tiens, au fait, comment baisait-il celui-là? Ben voilà. Non mais, quand vous êtes dans un restaurant, vous êtes seul, et vous regardez les gens rentrer, vous regardez ce qu'ils sont, ce que vous essayez d'entrer dans leur peau, et vous voyez un gars comme ça, j'ai vu. C'est pour ça que j'en parle, je n'ai rien inventé, vous savez. Oui, on en voit beaucoup. Alors on se dit, est-ce que vraiment il a besoin de ça pour être aimé? Parce que finalement ce n'est que ça. C'est être aimé, être considéré, être le meilleur, le plus beau. Et s'il a besoin de ça, ben, tant mieux et tant pis pour lui. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de se crocher une machine, évidemment. Quand vous faites l'amour, vous êtes à poil. Bon, vous n'avez pas de galon non plus. Bon, vous êtes, et c'est là que, évidemment, les choses commencent à devenir sérieuses, si j'ose dire. Alors, vous n'avez... Ce que vous nous donnez depuis tout à l'heure comme argument, tout ce qui est dominance et établissement et volonté de dominance, ça ne tient qu'à... C'est assez flou, remarquez pour l'instant, ça ne tient qu'à une chose ou deux, où on est mal baisé, ou on est mal baisant, en gros. C'est un peu simple. Non, il y a... C'est un peu simple, mais... et l'amour dans tout ça, quand on ne peut pas dominer... sexuellement, évidemment, on cherche des débouchés. Ah. On cherche d'autres moyens. Vous avez dit dominer sexuellement. Donc être aimé, dominer, c'est être aimé. La dominance, on va pas revenir sur les premiers jours où vous m'avez interrogé. Quand vous trouvez un objet gratifiant, quelque chose qui me fait plaisir, oui. Quelque chose qui vous fait plaisir. À ce moment-là, s'il y a un autre, vous pensez qu'il y en a d'autres autour de vous qui pourraient trouver aussi que ça pourrait leur faire plaisir. Et vous dites, c'est à moi. Il n'y a pas d'instinct de propriété, il y a simplement le fait que dans une compétition, vous voulez conserver votre objet gratifiant. Pour le conserver, il faut dominer l'autre. Alors il y a des moyens de dominer. De conserver l'objet gratifiant, c'est de lui devenir indispensable.
Et puis il y a l'autre moyen qui consiste à s'élever dans la hiérarchie pour que l'objet gratifiant, l'être gratifiant, puisse vous admirer autrement que dans vos performances sexuelles, si vous voulez. Donc finalement, tout ça, c'est toujours le même besoin d'être aimé, de ne plus être seul dans sa peau, d'être aimé et de conserver ce qui vous fait plaisir, ce qui est indispensable à votre existence. C'est tout. Alors les règles pour se débarrasser de ces gens qui nous dominent dans les hiérarchies sociales, somme toute, seraient de se débrouiller pour faire en sorte qu'ils soient mieux aimés. Mais je pousse le raisonnement logique en disant si on établissait sur les performances au lit, bah oui, hein, les règles de la dominance, on verrait peut-être s'établir d'autres types hiérarchiques. Hein. Mais à ce moment-là, je dis, ce qui est embêtant, c'est qu'ils seraient fichus de nous foutre des concours de baisse et il faudrait passer un certain nombre de diplômes dans l'exercice de cette fonction. D'établir une nouvelle dominance. Voilà, une nouvelle dominance. Alors, c'est ce qui montre le ridicule de tous les comportements humains, tels que tous les jugements de valeur, tout ce que cette bouillie dans laquelle nous nageons à longueur de journée. D'ailleurs, la scène du restaurant dans Copernic, qui est vraiment, enfin, c'est un passage. Le roman n'est pas là-dessus, bien sûr. C'est pas un roman. Le livre n'est pas là-dessus. C'est un roman ou un essai, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout ce qu'on voudra. C'est un roman, finalement. Ce sont des divagations. C'est des divagations. Ça commence par l'observation d'une table familiale assez classique. Oui, je m'en souviens. Où l'enfant tente d'interrompre, d'être servi. Ça. Je l'ai vu, j'y ai assisté, c'est pas inventé. J'ai rien inventé là-dedans. Vous savez, j'ai vu les choses et puis je les raconte. Vous voulez bien nous la raconter, celle-là? Je m'en souviens plus très bien. Si vous l'avez lu, peut-être que vous la raconterez mieux que moi. L'enfant essaie d'être... Je vois encore la table, je vois encore les personnages.